Nous sommes dans le site docteurangélique.free.fr dans une série de leçons de philosophie réaliste à l'école du Père Marie-Dominique Philippe et en vue de la lecture de saint Thomas d'Aquin. Et je suis au début des leçons de logique formelle, la logique n'étant pas directement une partie de la philosophie, mais un instrument pour mieux penser. Alors avant d'entrer dans le vif de la logique, c'est-à-dire d'étudier le raisonnement, la logique formelle ne s'occupant que de sa forme, ça veut dire de son caractère correct ou incorrect, sans s'occuper du jugement qui le fonde et qui, lui, est en rapport avec la vérité. La logique matérielle, qu'on appelle aussi critique, s'occupant, elle, de la vérité ou de l'erreur dans le raisonnement. Eh bien, avant, je suis en train de voir un certain nombre de notions préalables, parce que le raisonnement lui-même est fondé sur des opérations plus simples, dont la première est l'appréhension. Et donc je voudrais rappeler ce que c'est que l'appréhension, même si en philosophie du vivant, je l'ai déjà vu, mais dans son aspect vital, ça veut dire comme fonction vitale, ou plutôt activité vitale de l'intelligence. Ici, je vais plutôt l'analyser comme élément, comme partie intégrante du raisonnement. Et donc, forcément, puisque je cherche ce qui est correct et incorrect dans le raisonnement, il me faut voir les éléments qui constituent le raisonnement. Alors, on découvre cette opération fondamentale de l'intelligence en regardant simplement nos raisonnements, justement. Si je prends un raisonnement très connu du style « Tout homme est mortel, or Pierre est un homme, donc Pierre est mortel », je constate qu'à l'intérieur de ce raisonnement, il y a d'abord une série de jugements. Tout homme est mortel, je juge, j'attribue à l'homme une propriété avec le verbe être. Il y a aussi le jugement final, donc Pierre est mortel, qui est aussi une attribution qui est vraie ou qui est fausse. Mais, plus fondamentalement encore, présent à l'intérieur des jugements, il y a une série de notions simples, comme par exemple la notion d'homme, mais aussi la notion de Pierre, Pierre qui concrètement est une personne que je cite, qui est devant moi. Je peux citer la notion de mortalité. Bref, ces notions que je comprends ou que je ne comprends pas, que je n'attribue pas forcément, eh bien, elles sont le fruit d'une opération simple qui est préalable au jugement et donc au raisonnement et que j'appelle l'appréhension. Et donc, je pourrais définir l'appréhension comme cette opération première, cette opération simple d'intelligence qui comprend une notion, qui en saisit le sens, mais sans l'attribuer par un jugement à une réalité, ou sans la nier à une réalité. C'est simplement le fait de comprendre une notion. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement être mortel? Qu'est-ce que ça veut dire concrètement être homme? Qu'est-ce que ça veut dire concrètement être Pierre? Si, par contre, j'attribue à Pierre le fait d'être mortel, alors je pose un jugement qui sera vrai ou faux. C'est donc une opération autre. C'est ce qu'on appelle l'opération du jugement. Alors, dans un premier temps, il me faut rappeler comment fonctionne de manière vitale l'intelligence humaine pour arriver à une telle opération vitale dont l'objet lui-même est, je dirais, une notion. Ça veut dire la saisie intelligible de la nature d'un concept. Ce qu'en latin on appellera une quiddité, qui signifie en fait de manière, comment dirais-je, collée, quid erat esse, ce que c'est que cette réalité. Alors, cette réalité qui n'existe pas forcément. De fait, Pierre existe dans le jugement que j'ai pris comme exemple, mais je peux très bien trouver une notion, par exemple, de dragon ou de Blubigulga, la fameuse recette que mangeait Casimir dans les années 80 et qui n'existe pas, qui était une recette incompréhensible, immangeable, mais que de fait je pouvais définir. Alors voilà comment ça fonctionne. Lorsque mon intelligence s'éveille, dès la petite enfance, je vois qu'elle est confrontée immédiatement, non pas à de l'intelligibilité, mais à des sensations.
Ça veut dire qu'en fait, avant que l'intelligence s'éveille, dans la toute petite enfance et longtemps après, l'enfant que j'étais était confronté à des sensations. Je voyais, j'entendais des bruits. Je voyais passer devant moi un objet coloré qui pouvait être un chien. Petit à petit, ces sensations que j'avais se sont imposées à mon intelligence et mon intelligence a été peu à peu capable de comprendre ce qui était significatif en elle. Alors, au départ, ça ne s'est pas fait vraiment avec une intelligence proprement humaine. Lorsque passait par exemple un chien devant moi, je pouvais lui attribuer un nom, à savoir Médor, et ceci, un animal en aurait été aussi capable. Ça veut dire que j'étais capable d'identifier cette réalité qui passait devant moi sans en définir du tout la nature. Et puis petit à petit, à force de voir ce chien, puis un autre chien, mon intelligence a été capable d'abstraire activement une notion commune à plusieurs chiens ou alors à plusieurs animaux. Et donc d'en sortir une notion abstraite, une notion universelle, celle de chien, c'est déjà quelque chose, et celle d'encore plus abstrait, plus universel, parce que se référant à beaucoup plus de réalités concrètes, par exemple celle d'animal. Déjà, dans le monde animal, en tout cas dans le monde des animaux supérieurs, on peut constater quelque chose qui, analogiquement, pourrait ressembler à cette appréhension. Par exemple, un lion qui a vu une gazelle, qui a vu un zèbre, qui a vu un gnou. Eh bien, visiblement, il a, dans son imagination, dans son estimatif, c'est-à-dire sa faculté d'intelligence sensible, au service de sa survie et de sa nutrition, eh bien, il est capable, sans doute, de percevoir quelque chose qui déjà est un petit peu abstrait, la notion de proie qui se mange. Mais en réalité, ce n'est pas quelque chose d'universel. Proie qui se mange, de toute façon chez lui, ça reste lié à du concret, se nourrir, donc une activité palpable. L'être humain, lui, il est capable d'abstraire de l'universel qui ne porte plus du tout rien de matériel. Par exemple, un concept qui ne porte rien de matériel, même s'il s'appuie concrètement sur des images, des représentations, pour se l'imaginer. Je parlerai par exemple de la notion d'infini, de la notion d'éternité, de la notion d'amitié. Lorsqu'on réfléchit à ces notions, ces concepts, eh bien, on voit bien que notre imagination est toujours utile pour se représenter l'infini. Par exemple, on imagine un corps auquel on ajoute de la quantité et sans arrêt, perpétuellement. Ce corps tel qu'on l'imagine, il est bien fini, mais à force d'ajouter de la quantité, notre intelligence comprend qu'on pourrait ne jamais arrêter cette opération et atteindre quelque chose qui n'a pas de limite au point de vue taille. C'est comme ça que fonctionne l'intelligence humaine. Elle se sert des sens toujours, mais elle comprend quelque chose qui dépasse les sens, qui dépasse le concret. À la différence de l'animal qui en reste toujours au concret, donc la proie l'intéresse parce qu'elle se mange, ou les différents stylos que je demanderais à un singe domestiqué, parce qu'en échange, il obtient de la nourriture, mais de toute façon, le stylo, c'est du concret. Ça veut dire que j'aurais beau nourrir mon singe avec des récompenses, il ne comprendrait pas ce que c'est que la notion d'infini. Alors, cette vitalité de l'intelligence humaine, qui est capable, dans le sensible, d'abstraire de l'intelligible, eh bien, quelqu'un comme Aristote l'avait appelé l'intellect agent. L'intellect agent, c'est une capacité active de l'intelligence qui, justement, est capable de ne pas se contenter du sensible, mais d'en extraire des notions intelligibles universelles. L'intellect agent fait son opération naturellement. On n'est pas je dirais, lucide de l'action de cette intelligence lorsqu'elle extrait la quiddité des choses. Cependant, elle apporte la quiddité et elle la dépose, on pourrait dire cela, dans notre intelligence passive, celle qui est capable de comprendre une notion. Alors, l'appréhension, donc comme opération vitale, aboutit, en fin de compte, à la possession en soi
d'un concept, d'une quiddité que l'on comprend intellectuellement. Donc on pourrait se demander quel est l'objet matériel de l'opération vitale d'appréhension. Eh bien on dirait que c'est globalement la chose en question que l'on comprend dans son esprit. Cette chose que l'on comprend n'a pas forcément de rapport avec la réalité. Lorsque c'est une science, évidemment, ça a un rapport avec la réalité. Par exemple, la notion de chat, je l'ai d'abord vue dans la nature. Mais, comme je le disais, on peut avoir la quiddité, le concept de choses absolument imaginaires, qui n'existent pas réellement. Et à ce moment-là, on prend l'intelligibilité à partir de l'imaginaire qui fournit à l'intelligence sa matière, et l'intellect agent est capable d'abstraire une notion, une quiddité à partir d'un objet imaginaire. Alors quel est l'objet formel? Ça veut dire cette chose qui est comprise. Quel est l'objet formel de l'opération d'appréhension? Eh bien je dirais que c'est l'intelligibilité de cette chose. L'intelligibilité qui est comprise par l'intelligence, justement. Donc on y met une forme déterminée. Et cette intelligibilité, je pourrais la manifester extérieurement, par exemple, par une définition. La définition, elle n'est pas adéquate à la réalité lorsque c'est une réalité qui est comprise. Par exemple, un tout petit enfant, s'il a un chien noir, il va définir le chien par une chose qui marche à quatre pattes et qui est noire. Cette définition, elle peut être approfondie tout au long d'une vie. Plus on comprend l'essence de la réalité lorsque c'est une réalité qui est saisie, plus la définition en sera précise. À la rigueur, ultimement, on pourrait dire que la quiddité est conforme à la réalité qui est saisie lorsque la quiddité serait équivalente à la nature même de cette réalité, à son essence complète, chose qui est évidemment impossible. Notre connaissance des essences ne va pas jusque-là, et n'ira sans doute jamais jusque-là, même dans la vision béatifique. Et donc c'est pour cela qu'il faut bien distinguer la nature de la chose, qui est, quand c'est un chien par exemple, infini, incompréhensible, d'une profondeur étonnante. Et puis, la quiddité, ça veut dire ce que nous saisissons de cette nature, et qui lui est inadéquate, mais qui malgré tout a un certain rapport avec cette nature, au point qu'on peut en donner une définition. Et alors, les concepts, avec leur signification, sont extrêmement multiples. Par exemple, si je me réfère à une réalité existante comme Pierre qui est devant moi, je dirais que le concept de Pierre, il vise à l'essence totale de Pierre. Mais je peux très bien regarder des aspects particuliers de Pierre. Par exemple, le fait qu'il est un animal, qu'il a quelque chose en commun avec le singe. À ce moment-là, j'ai une partie de l'essence de Pierre, mais ma quiddité vise quelque chose que je peux définir aussi, l'animalité. Je peux viser un accident de Pierre, il s'avère qu'il a la peau blanche. Blanc, c'est bien aussi une quiddité, avec une signification. Mais évidemment, qui ne dit pas l'essence totale de Pierre, mais juste un accident extérieur, visible. L'opération d'appréhension, qui, comme je le disais au début, ne dit pas la vérité, elle n'attribue pas forcément à Pierre le fait d'être blanc. Si je dis Pierre est blanc, ou Pierre est animal, je suis, comme je le disais, dans une autre opération intellectuelle, celle du jugement. Là, il s'agit juste de saisir la notion de pierre, la notion de animal, la notion de blanc, sans les attribuer ni les nier. Eh bien, cette opération, elle peut aboutir à des concepts simples, ou alors à des concepts extrêmement complexes. Mais toujours pareil, puisqu'il ne s'agit pas de les attribuer, je reste bien dans l'opération première de l'intelligence, l'opération d'appréhension. Alors je vais donner quelques exemples, ce sera plus simple que de parler comme ça abstraitement. Si je présente le concept d'homme, dans mon intelligence, il est saisi de manière simple et unifiée. Homme, c'est quelque chose qui n'est pas composé d'autres concepts qui seraient présents à l'intérieur. Mais si je présente le concept de héron au long bec emmanché d'un long cou,
Eh bien, je suis toujours dans l'appréhension. J'ai bien défini quelque chose, j'ai saisi une réalité sensible. Ok, j'ai donné une intelligibilité, mais à travers toute une série de concepts qui ont précisé les choses. Le concept de cou, le concept de bec, le concept de héron, etc. Donc il s'agit bien d'une appréhension, mais qui elle-même est composée de multiples appréhensions. Donc on voit cette richesse de l'activité d'appréhension dans sa définition des concepts, dans sa saisie des quidités des choses. Alors évidemment, cette notion de concept simple et de concept complexe ne regarde que la manière dont je saisis concrètement, là, à l'instant, la donnée en question. Parce que si je voulais me pencher sur le concept simple d'homme, alors peut-être que j'aboutirais à le définir de manière complexe, par exemple la définition habituelle de animal raisonnable, qui en fait à ce moment-là un concept complexe. Donc il s'agit bien de concepts simples, mais selon la manière dont je les saisis. Évidemment, hein. Ils ne sont pas simples en eux-mêmes. Il n'empêche que cela permet de manifester comment fonctionne l'appréhension simple, donc cette première opération de l'intelligence humaine, qui aboutit à des concepts qui sont saisis de manière unifiée et simple. Ce n'est que dans une deuxième analyse que l'intelligence évidemment se rend compte que, en comparaison de l'objet saisi dans le réel, par exemple le fameux héron, il y a une énorme complexité et que ma pauvre quiddité est inadéquate à la réalité en question. Et c'est pourquoi, dans un second temps, dans un effort pour davantage correspondre à la réalité saisie, l'intelligence va se sentir obligée de complexifier, de définir de plus en plus précisément ce concept qui au départ était simple. Ce qu'il faut comprendre, c'est que tant que j'en reste à la recherche des définitions, j'en reste à l'opération première de l'intelligence qui est l'appréhension. Cette opération n'est pas achevée. Par contre, dès que j'achève mon opération, à savoir que j'attribue avec le verbe être la définition à une réalité, j'entre dans une deuxième opération qui est l'opération achevée de l'intelligence qu'on appelle le jugement. Donc, définir homme comme animal raisonnable, appréhension, mais dire que Pierre est un homme et donc il est un animal raisonnable, c'est déjà un jugement, parce que j'ai attribué une quiddité à une réalité qui était devant moi, j'aurais pu la nier. C'est un jugement d'attribution, en l'occurrence, que je viens de faire. Alors, ce premier préalable étant posé, il me reste maintenant, dans la leçon suivante, à aborder le concept en lui-même et à manifester ce qu'il est, ses propriétés, ses divisions, etc.